Ok, merci. J'ai l'honneur de vous présenter deux expériences un peu complémentaires, à savoir les Gaspard, à une échelle un peu plus restreinte que celle du Burkina, et les coupons nutritionnels. Donc, au passage, le Tchad, c'est le pays de Toumaï, c'est le berceau de l'humanité. Voilà, pour votre information. Ok. La zone d'intervention, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est le Tchad. Nous intervenons dans la région du Kanem, qui est un peu plus un peu à l'ouest, dans deux districts, à savoir les districts de Rigrik et de Nokou. Donc les secteurs, c'est la nutrition et la santé. Donc, comme élément de contexte, au niveau de l'irrigation, on a 3 départements qui couvrent 72 365 km avec une densité de 6,7 habitants au carré. Donc la délégation compte 5 districts. Il faut dire qu'au niveau de Action contre la faim, il y a un projet financé par ECHO qui intervient sur les districts de Mao et Mondo, et le GAC est sur Nokou et Rigri. Donc, je vais m'attarder un peu sur ces chiffres concernant la femme au niveau de notre zone d'intervention. Donc, les femmes sont affectées par des facteurs socio-culturels et économiques que les hommes. La dynamique communautaire ne favorise pas la participation efficace des femmes. L'âge et le statut social, le statut économique, l'éducation ainsi que le pouvoir décisionnel des femmes jouent un rôle critique dans leur nutrition et celle des enfants. Au Canem, donc dans la région où nous intervenons, 14,4% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi au moins une fois des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans et 13,8% des actes de violence sexuelle. Il y a également le faible niveau de scolarisation des filles par rapport aux garçons. Donc, c'est une pratique, les filles restent à la maison, c'est les garçons qui sont les plus scolarisés. Elles sont soumises au mariage précoce. On a l'âge moyen, c'est 16 ans au niveau de cette zone. Au niveau de la fréquentation des centres de santé, on a enregistré en 2017 19,68% d'accouchements qui ont lieu dans l'établissement. Donc, des accouchements assistés par un personnel qualifié. Vraiment, c'est des chiffres qui sont un peu alarmants, mais c'est la réalité. Ici, nous avons l'évolution de la prévalence au niveau de la zone. Donc, en 2018, ça c'est les données de l'enquête SMART, on a une malnutrition aiguë globale c'est à 25%, dont la masse à 5,3%. La malnutrition aiguë chronique à 37,1% et l'insuffisance pondérale à 40,7%. Donc, quelques éléments de contexte toujours. Au niveau du CANEM, en plus des déficits chroniques de production, les facteurs suivants sont déterminants dans la survenue de la malnutrition. Les mauvaises pratiques d'âge, les naissances rapprochées, les pratiques de soins néfastes, la scarification des enfants, les brûlures anales, l'extraction dentaire, l'ablation de la liette. Peut-être qu'on va vous dire dans quel contexte ces actes sont posés. Par exemple, pour les brûlures anales, si l'enfant fait la diarrhée, voilà, c'est des pratiques qui sont courantes. Également pour l'extraction dentaire, on s'est dit, voilà, c'est des mauvaises dents qui sortent, il faut les enlever. Également l'ablation de liette, c'est des pratiques qui sont très courantes que nous enregistrons dans notre zone. Les mauvaises pratiques d'hygiène et d'assainissement, le faible niveau de revenu des ménages, des facteurs socio-culturels faibles et le pouvoir de décision. Faible pouvoir de décision de la femme et les mariages précoces, dont j'ai tantôt évoqué.
la faible fréquentation des centres de santé. Je pense que j'ai posé la question à l'équipe du Burkina comment ils arrivaient à collecter les vies parce que dans notre zone, le problème se pose. Il y a le faible niveau de revenus, mais la production aussi n'arrive pas à couvrir. Par exemple, en 2018, dans le cycle de riz et de Nokou, la production, selon l'estimation de l'équipe de sécurité alimentaire, ne couvrait que 2 mois des besoins de la population. Donc, tout le reste, on est en période de soudure peut-être 10 mois sur 12 dans l'année. Ouais. Donc, le premier point, nous allons vous parler des groupes d'apprentissage et de suivi des pratiques d'âge que l'équipe de Burkina a bien détaillé. Ici, l'objectif, c'est prévenir la malnutrition par le renforcement du pouvoir décisionnel des femmes. Nous avons, au niveau de notre zone d'intervention, ciblé ces femmes, comme celle du Burkina également, et on a essayé de renforcer les capacités sur les connaissances, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et pour les permettre de pouvoir décider et comment, on va le voir après par la discussion de coupons qu'on a essayé de mettre en place. Donc, également, prévenir les risques de malnutrition chez les enfants, ça promouvoir la consultation prénatale et les accouchements. Également, on a ciblé les mères d'enfants, les femmes enceintes, donc, pour permettre également de vraiment fréquenter les centres de santé. La démarche de l'initiative, donc pour les GASPA, au départ, nous avons tenu des assemblées générales dans les villages retenus, parce qu'il faut dire que nous ne sommes pas sur une grande, comment on appelle, de grande superficie ou des zones d'intervention comme celle du Burkina. Nous avons ciblé 7 villages dans lesquels nous avons mis en place 11 GASPA. Donc, on a tenu des assemblées générales dans ces villages. Nous avons expliqué l'intérêt de mettre en place ces GASPA, qu'est-ce que nous visons et quelle est la contribution de l'ensemble de la population pour la réussite de cette activité. Donc, à l'issue de cela, les leaders nous ont accompagnés à nous identifier des localités, des endroits plutôt où nous devons, en tout cas, créer des abris, où nous devons nous rassembler régulièrement pour cette activité. Nous avons formé, bon, pas des formations en salle, mais en tout cas des briefings des maires sur l'ensemble de ces pratiques que nous avons, en tout cas par la suite, accompagné à la mise en œuvre. Également, l'identification des relais. Parce que pour nous, les relais, nous avons déjà des relais dans les villages, et dans les villages où nous avons mis en place les GASPA, donc c'est les relais qui sont d'office des personnes ressources pour accompagner ces GASPA. Donc, à l'issue des discussions, l'identification des endroits, nous avons accompagné ces villages à ériger des endroits, des hangars pour abriter l'ensemble des activités des GASPA. Donc, on a apporté quand même un soutien financier pour payer les matériels pour ériger ces hangars. Et après, nous avons équipé ces GASPA du matériel de démonstration culinaire et l'ensemble d'outils nécessaires pour réaliser les activités. Donc, pour les coupons nutritionnels, là, comme je disais tantôt, c'est deux approches qui se complètent. Ici, au départ, nous avons fait la cartographie de la malnutrition au niveau de notre zone d'intervention. Au passage, nous intervenons dans 12 zones de responsabilité dans ces deux districts. Donc, en faisant la cartographie, nous avons identifié 2 zones où on avait plus d'admission. Et à l'issue de ça, dans chaque zone de responsabilité, nous avons identifié 2 villages. Donc, au total, nous avons 4 villages dans lesquels nous avons implémenté cette approche. Donc, pour l'ensemble de ces villages, on a tenu des assemblées générales, au cours desquelles
lesquels nous avons expliqué le projet, demandé l'adhésion de la population, leurs contributions. Et comment identifier, nous allons identifier les bénéficiaires de ces coupons. Donc ensemble, on a bénéficié de l'appui du programme Sécurité alimentaire et moyens d'existence pour nous permettre d'étudier quelques critères du HCA pour identifier les bénéficiaires avec l'accompagnement de toute la population. Donc au total, c'est 200 bénéficiaires qui ont été identifiés. Et nous avons pris les autres enfants de ces villages qui n'ont pas été identifiés comme des témoins, pour voir un peu, parce qu'à l'issue des distributions, je vais aller vite, nous avons fait ces distributions, mais nous faisons le suivi, pas de distribution, excusez-moi, nous avons fait distribuer ces coupons, mais par la suite, nous faisons un suivi nutritionnel de ces enfants bénéficiaires de coupons, pour voir un peu leur état nutritionnel. Donc, et avec des enfants témoins des autres villages, des villages plutôt qui ne bénéficient pas de ces coupons. Donc, ces coupons sont mensuels et à chaque, avant, pendant et après, on a une équipe d'animateurs qui fait plutôt la sensibilisation, qui également suit l'état nutritionnel de ces enfants. Pour votre information, c'est vrai que le temps ne nous a pas permis ou ne nous permet pas de tirer vraiment de grandes conclusions, mais de décembre jusqu'à maintenant, sur les 200 enfants bénéficiaires, il y a 3 enfants qui sont tombés malnutris aigus modérés, qui sont tombés membres sur les 200. Alors que sur les enfants témoins qui sont au nombre de 325, si je m'abuse, on a attiré plus de 31 enfants masse durant cette période. Donc, bon, on s'est dit que quand même, on a pu apporter des éléments de connaissances aux mamans et un peu de pouvoir pour pouvoir utiliser ces denrées, faire des bouillies pour leurs enfants. En termes de justification et pertinence, donc les activités ciblent aussi bien les hommes que les femmes en donnant les connaissances nécessaires et les moyens pour y arriver. Je reviens un peu pour dire merci à Alain et à Mathilde, parce qu'initialement, quand nous avons mis en place les GASPA, on était plus focalisé sur les femmes. Et lors de leur visite, ils nous ont réorienté un peu et on a quand même pris en compte cette dimension en intégrant la sensibilisation auprès des hommes qui ont plus de pouvoir de décision. Donc la mise en place des GASPA a impliqué l'ensemble de la population et le suivi par les relais. Dès que les GASPA soient composés exclusivement de femmes, les hommes sont conviés les jours d'ateliers de causerie et de démonstration culinaire. Peut-être, je ne sais pas si on a reçu la vidéo, mais on a une séance de sensibilisation où, dans des GASPA où il y a des hommes qui ont pris part. Donc, le fonctionnement et l'animation des GASPA implique aussi les hommes, tout comme les femmes. Et l'implication des femmes, des hommes plutôt, permet d'encourager et de donner plus de moyens aux femmes pour les bonnes pratiques. Comme on disait tantôt, le pouvoir de décision, en tout cas jusqu'à présent, il est détenu par les hommes et il faut les impliquer pour qu'on puisse, en tout cas, avoir cet équilibre alimentaire. Les hommes ont été impliqués à la distribution des bénéficiaires, comme je disais tantôt. Les séances de sensibilisation sur l'utilisation des coupons concernent également les deux. Donc les femmes sont sensibilisées et encouragées sur l'utilisation des coupons, l'accompagnement également par les hommes. Et on a, à l'issue de ça, au début, on a mis en place des comités également de recueil de plaintes qui regroupent au sein de chaque comité, on a 3 hommes et 3 femmes, plutôt un homme. Donc dans chaque zone de responsabilité, on a mis en place un comité qui arrive quand même à donner un peu la parole aux femmes pour pouvoir remonter les difficultés, pour pouvoir, en tout cas, se faire entendre. Donc, la valeur ajoutée de cette expérience, comme les autres ont déjà annoncé, donc, améliore les pratiques de soins dans la communauté, d'une part, et permet aux femmes de s'exprimer et de faire entendre leurs opinions au même titre que les hommes.
même si pour le moment la balance n'est pas équilibrée, mais en tout cas, ça commence à aller. Donc la vulgarisation des pratiques auprès des femmes et des hommes, la création de cadres d'échange entre les femmes, la responsabilisation des mères d'enfants dans le choix de l'alimentation de leurs enfants, donc les moyens de pouvoir. Donc, si vous vous rappelez, je disais tantôt que la production céréalière ne couvre que 2% et 2 mois des besoins de cette partie du Tchad. Par le coupon, nous avons quand même pu permettre à ces mamans d'avoir les moyens et de décider également de l'alimentation de l'enfant, en tout cas pendant cette période d'intervention. Donc la prévention de la malnutrition, donc je disais tantôt que le statut des 200, si les 200, durant ces 5 mois, il y a 3 qui sont tombés malnutris aigus modérés, et on pense que ça a eu, dû en partie à ces coupons-là. Donc une bonne motivation des hommes pour accompagner les femmes, la prise de conscience de la part des hommes également, la forte implication des responsables des centres de santé. Ce que j'ai oublié de dire tantôt, au niveau des GASPA, c'est vrai que nous avons une équipe programme, des animateurs qui accompagnent les GASPA, mais également il y a les responsables des centres de santé qui ont contribué au début à l'installation des GASPA, à la formation, et qui, de temps en temps, arrivent à faire des supervisions dans ces GASPA. Donc, les démonstrations culinaires également que nous avons mises en place dans ces GASPA. Comme bonne pratique et leçons apprises, je dirais tantôt que au niveau des GASPA, c'est vrai, pour le moment, nous n'arrivons pas à collecter les vivres comme nos amis du Burkina, mais on a pu quand même faire comme on appelle, apprendre aux mamans comment il faut transformer les aliments locaux, faire la composition pour les bouillies à l'issue, enseigner également les bonnes pratiques d'hygiène au niveau de ces GASPA. Et il y a vraiment l'engouement qu'on a constaté des hommes pour l'accompagnement des femmes à ce niveau. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut mettre à l'actif de ce projet. Donc les activités qui produisent plus d'effets dans le changement. Nous trouvons ici, c'est vrai que c'est déjà c'est aller trop vite en besoin de dire qu'on a arrivé à un résultat vraiment au top, mais quand même, on peut dire que cette approche permet un changement de comportement au sein de la communauté. On a vu de par les PDM que nous organisons et également les échanges que nous avons avec les leaders communautaires, il y a quand même une prise de conscience et un changement de comportement qui s'opère, bien qu'il soit, en tout cas, à pas de tortue. L'implication de toute la communauté à la réalisation des activités, donc on l'a également constaté, tout le monde est motivé à la mise en œuvre et à la réussite de ces activités. Peut-être, comme on est allé sur une zone un peu restreinte, se dire, voilà, nous sommes les pionniers, il faudrait qu'on réussisse pour que le projet puisse rester ou en tout cas puisse aller dans l'ensemble de la localité. Et également le suivi qui est fait par les relais et les points focaux que nous avons dans ces zones d'intervention. Comme difficulté, je disais tantôt, quand on regarde un peu la zone, elle est très vaste et pas vraiment très accessible. Et sur l'ensemble des 27 centres de santé ou zones de responsabilité que comptent ces deux districts, nous n'intervenons que sur 12 centres de santé. Donc à peu près moins de 50% des zones de responsabilité, c'est vraiment, bon, c'est vrai, c'est un début, mais en tout cas, l'idéal voudrait qu'on s'étende sur l'ensemble de ces zones. Et nous avons eu, en tout cas, des cris de cœur des villages, des habitants, des autres villages, dans ce sens. Pour la mise en place des coupons, on a été confronté par la disponibilité de commerçants ou de marchés dans la zone. Voilà, donc c'était un peu difficile parce que l'idée c'était vraiment de mettre en place ces coupons et permettre aux mamans d'aller vers les commerçants pour
prendre les aliments. Mais cette contrainte était là et qu'est-ce qu'il fallait faire? On a identifié les commerçants, mais ils se sont déplacés vraiment pour être le plus proche des bénéficiaires. On a dit, voilà, une semaine durant, le commerçant doit aller dans le village avec tous les nécessaires que nous avons prévus et les femmes viendront au cours de cette semaine, chacune en fonction de sa disponibilité, pour pouvoir échanger ses coupons contre les aliments qui sont listés. Et à la fin, le commerçant s'est fait payer contre tout ce qui a l'expertise qu'il aurait réglé à son niveau. Bon, également comme contrainte pour l'ensemble des projets, la mise en place des coupons, nous avons mis ça en place à partir de décembre. Donc c'est vraiment le temps ne nous permet vraiment pas de dire voilà les résultats. Peut-être on a commencé le suivi, mais peut-être à long terme on pourra voir un peu les résultats de cette approche. Voilà un peu les deux approches qui sont mises en place au niveau de nos zones d'intervention, en miniature par rapport à d'autres pays, mais quand même on est fiers parce que c'est une zone un peu difficile et en tout cas on commence à voir un changement dans le comportement, ou un changement positif. Merci. Il y a un bidon. Merci. Sinon, ce que je peux dire, est vraiment de situer le contexte particulier du Tchad. Pour ceux qui ont eu à visiter le Tchad, c'est un pays qui est vaste. Et non seulement le Tchad est vaste, mais il faut dire qu'une grande partie du Tchad est occupée par le désert. Et particulièrement le Kanem. Quand vous prenez du sud jusqu'au nord, et justement, le projet intervient dans le nord Kanem. Comme il a présenté ici, la province du Kanem a 3 départements, dont le sud Kanem, où vous avez encore la végétation. Et quand vous avancez au centre, le Kanem, ça commence à diminuer. Mais plus vous partez au nord Kanem, vous êtes presque déjà dans la partie désertique. Il n'y a que des dunes de sable avec des dépressions que nous appelons les wadis. Et donc, ces wadis sont des oasis où on peut pratiquer l'agriculture si les conditions sont réunies. Donc, c'est une partie du pays qui est tellement dépendante. C'est pourquoi, depuis une vingtaine d'années, on n'arrive pas à quitter le Kanem. Et elle s'est étendue à beaucoup d'autres provinces, si bien que c'est devenu un problème de santé publique dans notre pays. Et le ministère de la Santé publique a été amené à inscrire la malnutrition parmi les maladies humaines sous surveillance épidémiologique, et donc les données de la malnutrition transmises au niveau central à la voie hiérarchique. Et il faut rappeler aussi que le problème est à un haut niveau parce que le 24 du mois, le président de la République préside personnellement la réunion sur le secteur de la santé. Et donc, la réunion 24 décembre 2018 a été placée effectivement sur le thème de la problématique de la malnutrition au Tchad. Et donc, si la malnutrition est devenue endémique, ça veut dire qu'il y a des facteurs sous-jacents. Et tant qu'on n'agit pas sur ces facteurs sous-jacents, on va traiter les cas, on va continuer à traiter, mais la malnutrition va toujours demeurer. Vous avez vu les données tout à l'heure qui ont été présentées. C'était vraiment des données qui font attraper la tête de 2 mains.
Et donc, dans la démarche actuelle où le Tchad a adopté, c'est de privilégier les aspects communautaires. Comment faire de sorte que cette communauté soit autonome, pas dépendant éternellement. Et donc, toutes les interventions tendent vers l'autonomisation, vers l'exploitation des oasis. Nous avons beaucoup de partenaires qui viennent aussi à côté de l'ACF dans ce domaine. Mais vers le et c'est pourquoi dans la CAD, je viens juste d'être nommé comme guide sanitaire de la province. C'est vrai que aussi comme Souley. Mais nous avons de demain ce projet qui est vraiment Souley. Il y a quelques essais facteurs sous-jacents, mais il y en a encore qui sont là. Une population où le taux d'analphabétisme est la plus élevée. C'est rare de trouver dans un village des lettrés. Et particulièrement encore chez les femmes. Plus de 90% de la population est, je dirais, analphabète. Et donc, il y a aussi ce problème qui est là. Il a cité les pratiques néfastes, mais non seulement la fréquentation des services de soins, mais ces services de soins même ne sont pas de qualité. S'ils sont là, ils ne sont pas de bonne qualité. Et il fait très chaud. La température dépasse les 40. Et donc, sur ce sable, moi personnellement, je ne peux pas marcher 1 kilomètre. Et si des gens doivent se déplacer sur un rayon de 5 kilomètres, alors que les critères du ministère disent qu'il faut implanter les centres à une distance d'au moins 10 kilomètres, nous sommes obligés de ne pas respecter, et le CANEM est la seule province du Tchad qui a plus de centres de santé que toutes les autres provinces. Donc c'est un contexte un peu particulier, mais le projet GAC, comme il a dit, c'est vraiment de courte durée, mais ça nous a aidé à résoudre beaucoup de problèmes. Le district de Ririk avait 6 centres de santé dirigés par des personnels qualifiés, et nous sommes à 10 centres de santé dirigés par des personnels qualifiés sur les 21 que compte le district de Ririk. Et le district de Nokou était à 2 centres de santé dirigés par un personnel qualifié. Et aujourd'hui, nous sommes à, je crois, 5 centres de santé dirigés par personnel qualifié. Et donc, le problème étant là, je crois que l'appui de l'ACF s'inscrit vraiment dans la ligne directive tracée par le ministère de la Santé publique, à savoir comment rendre les gens autonomes pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes que d'être assistés éternellement. Voilà, si j'ai un complément à apporter par rapport à cette stratégie, c'est juste ce complément. Merci. C'est vrai que la stratégie s'appelle GASPA, mais après, on peut dire GASPA Tchad, GASPA Niger, qu'on doit l'adapter à la réalité de chacun de notre terrain. Et en fait, vous avez développé, à mon avis, une des choses qui aujourd'hui se trouve sur la table de pas mal d'institutions d'appui et des bailleurs de fonds, qu'on est court, on n'est pas vraiment en train de faire d'impact si seulement on regarde les changements de comportement et on ajoute les plus, les coupons, parce qu'en fait, on peut dire de se laver la main, mais on ne peut pas avoir les savons. Alors, justement,
Ces complémentarités, c'est déjà bien réfléchi dans la littérature, c'est bien constaté. Il y a d'évidence suffisante pour dire, voilà, dans certains contextes, on doit ajouter des coupons. Et voilà, il y a plusieurs modalités pour regarder ça. Voilà, il y a le temps pour une question. Alors, un seulement. Ok, merci Antonio et merci à l'équipe du Tchad pour cette approche pour la capitalisation. Ma question, et c'est pour la pérennisation, parce que vous avez évoqué que dans l'approche, vous avez des difficultés à faire des quêtes auxiliaires. Si j'ai bien compris, et également vous faites des coupons, ce qui, quand même, on sait que il y a un tiers payant. Et comment les MCD ou les ministères comptent s'approprier de cette activité, même s'il y a un retrait ou l'arrêt du projet, comment ils puissent s'approprier de l'activité. Merci. On va voir la réponse, parce que ce n'est pas facile. Et tu as donné un problème encore, non? Ok, merci bien. Je pense que j'avais anticipé sur cette question en posant moi-même la question à l'équipe du Burkina pour nous donner la et sont dans notre contexte où peut-être chaque mère, chaque maman peut être au sein du ménage récolter quelques kilos de céréales pour amener au niveau du GASPA. Mais dans notre zone d'intervention, comme je disais tantôt, la production céréalière du ménage ne couvre que 2 mois l'air besoin. Et un peu le revenu également, les revenus dans cette zone, je ne sais pas, mais demander à une maman de nous fournir les aliments, peut-être par ses propres moyens, c'est vraiment lui infliger une sanction. Donc, du coup, on est dans des questionnements. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme le délégué dit, il y a quand même des interventions qui permettent de mettre en valeur l'ADI, que les IS, voilà, des cultures de irriguer, essayer d'accompagner la population à produire davantage, ne pas compter sur la production saisonnière. C'est des alternatives. Le FAO sont en train de nous accompagner au problème de ressources. Parce que ACF qui nous appuyait dans les ressources humaines a dû suspendre l'appui de 24 partenaires qui sont des responsables des centres de santé. Pour le moment, c'est 24 centres de santé pour se fermer. Mais au comité directeur du ministère de la Santé publique, en décembre,
il était question de recrutement. Le Tchad, depuis 3 ans, ne recrute pas à la fonction publique pour contraintes budgétaires. Mais exceptionnellement, il a été accordé au ministère de la Santé publique seulement. Recruter 2000 agents. Et en 2019, nous attendons ce recrutement pour combler le gap. Mais la situation de ACF est venue plus tôt avant qu'on ait la situation du ministère. Et comme je vous ai dit, c'est une zone hostile. Quand vous affectez des gens, ils repartent et ils négocient. Au bout de quelques mois, ils prennent une autorisation d'absence et ils disparaissent. Et donc, la gestion du personnel, ça va être au niveau du délégué. Le ministère va les affecter et ils vont signer le contrat avec la délégation sanitaire provinciale. Et c'est la délégation sanitaire provinciale qui va faire le virement de leur salaire. Et quand nous constatons l'absence, on ne vire pas le salaire, ça va contraindre la personne à revenir. Donc nous avons pris vraiment un certain nombre de dispositions et par rapport au renforcement et par rapport à la pérennisation en termes de revenus des ménages pour qu'ils se prennent en charge. Merci. Peut-être pour ne pas susciter des questions sur sur le problème des F, c'est juste préciser que c'est des agents de santé additionnels que le projet financé par ECO avait mis en place, c'est-à-dire que payer les salaires de staff additionnels pour accompagner la délégation à combler les gaps. Donc, ce n'était pas sur le projet GAC. Donc, c'est la précision. Voilà, pour finir ce tableau, on regarde que les indicateurs ne sont pas des indicateurs de développement, ils sont des indicateurs d'urgence, sont des indicateurs humanitaires. Alors, on doit faire des choses exceptionnelles dans des situations exceptionnelles. Et c'est ça, je pense que c'est pourquoi on ne retrouve pas la réponse à une durabilité de les interventions. Parce qu'on espère que la situation y va être moins chaude et comme ça on pourra parler dans ce moment d'une sostenibilité, pérennité et durabilité de les interventions. Mais en ce cas, je pense que l'approche est justement humanitaire pour faire descendre toutes ces problématiques. Voilà, alors on change, merci beaucoup. Et désolé pour m'oublier, vraiment, mais